Bonjour. Demain 13 février 2022, les Suisses voteront sur 4 sujets au niveau fédéral. Une aide financière aux médias, une baisse d'impôts pour des entreprises, une limitation de la publicité pour le tabac et l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Alors commençons par la loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias. C'est donc une loi qui a été adoptée par le Parlement et des citoyens ont réuni le nombre de signatures parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette loi et pour demander donc que cette loi soit soumise au référendum. Et donc demain, les Suisses vont voter sur cette loi. S'ils l'acceptent, eh bien, elle entrera en vigueur, mais s'ils la refusent, eh bien, elle n'entrera pas en vigueur. Cette loi consiste à une aide de 150 millions de francs suisses par année. Pour voir les ordres de grandeur, il y a un peu plus de 8 millions d'habitants en Suisse, donc 150 millions de francs par année, ça fait un peu moins que 20 francs par année et par habitant. Et ces 150 millions, il y a 100 millions qui viennent du budget fédéral, et ce serait limité sur 7 ans, donc 100 millions par année pendant 7 ans. Et puis les 50 autres millions proviendraient de la redevance pour la radio et la TV, une redevance que les Suisses payent déjà et qui sert essentiellement à financer les TV et les radios nationales. Mais là, il s'agit de redistribuer une partie aux radios et aux TV locales. Ce financement, il serait donc attribué à certains médias selon une clé de répartition, selon des critères qui sont essentiellement des critères techniques. Il y a par exemple le fait que ça doit, pour les journaux notamment ou pour les médias électroniques, ça doit être des offres qui ne sont pas gratuites. Donc les journaux gratuits ne bénéficieraient pas de cette aide. Il y a des critères aussi concernant la fréquence de parution, la zone de diffusion. Il doit y avoir une distinction claire entre la partie rédactionnelle et puis la publicité. Et pour les médias électroniques, ça doit concerner un public qui est essentiellement en Suisse. Voilà, et un dernier point sur ces modalités, c'est que l'aide, en particulier l'aide aux journaux, serait dégressif et dépendrait du tirage. Donc les premiers exemplaires seraient payés davantage que les exemplaires suivants, ce qui a pour conséquence que les journaux qui ont un gros tirage auraient par exemplaire recevraient par exemplaire moins que les journaux qui ont un plus petit tirage. Bien sûr, la somme totale serait plus grande, reçue par les grands journaux serait plus grande que par les petits journaux. Voilà pour cette loi fédérale, cette proposition de loi. Et maintenant, les arguments des partisans, c'est de dire que les médias régionaux sont menacés, parce que il y a beaucoup de recettes publicitaires qui vont vers Google et Facebook, et ça pose un problème pour les autres médias, mais c'est particulièrement problématique pour les médias locaux dans le sens ils sont financièrement plus faibles, mais aussi que Google et Facebook ne vont pas tellement parler de l'actualité locale, et donc ce serait une disparition d'informations sur les activités locales. Et le deuxième argument, le deuxième principal argument des partisans de cette loi, c'est que c'est nécessaire pour protéger la démocratie directe, parce qu'il faut, dans une démocratie directe, avec des votations comme celle dont on parle maintenant, il faut qu'il y ait une information, et puis aussi pour les décisions locales, donc aussi une information locale. Les opposants, leurs arguments, c'est, premièrement, ils ont une crainte que pour l'indépendance des médias, s'ils sont payés par l'État, ils disent que on mord pas la main qui nous nourrit, et que les médias risqueraient d'être moins critiques envers l'État si l'État le finance.
Le deuxième point, c'est le coût. Donc, dans ces 150 millions, il y a 50 millions qui proviennent d'une redevance qui est déjà payée, mais il y a 100 millions qui viendraient du budget fédéral. Donc, voilà, 100 millions de dépenses supplémentaires. Il faudrait soit trouver des recettes, soit économiser ailleurs. D'autres critiquent le fait, par exemple, que ça fausse la concurrence, au sens que j'ai dit tout à l'heure que les médias gratuits ne bénéficient pas de cette aide. Et un dernier argument, c'est une critique des médias, et de dire que les médias sont de toute façon pas très diversifiés, pas très objectifs, et que par conséquent, cette aide n'aide pas vraiment la démocratie directe. Voilà, donc ça c'est la proposition de loi et les arguments des partisans et des adversaires. Alors mon commentaire, évidemment dans ces commentaires je ne vais pas vous dire ce que vous devriez voter, ni même ce que je vais voter moi-même, mais mes deux principaux commentaires, c'est je trouve quand même étrange de s'inquiéter de la part des adversaires de cette proposition de loi, de s'inquiéter à ce point de l'indépendance des médias qui pourrait être, selon eux, menacée par cette aide financière de l'État. Étonnant, d'une part parce que les critères sont relativement techniques, donc la marge de manœuvre, la loi réduit la marge de manœuvre de l'État pour donner simplement des aides financières aux médias qui parlent bien de lui, de l'État, et par contre pas en donner aux médias qui critiquent leur action gouvernementale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours comment on applique ces critères relativement techniques. Il y avait parmi la liste que j'ai mentionnée tout à l'heure, j'ai oublié l'idée qu'il y ait une large éventail de sujets. C'est relativement technique, mais on peut imaginer que celui qui applique la loi, il a une certaine marge de manœuvre pour juger est-ce qu'il y a un large éventail de sujets qui est couvert par ce média. Et puis si c'est un journal qui lui plaît bien, il trouvera assez vite qu'il y a un large éventail. Et puis si c'est un journal qui lui plaît pas, il risque de trouver assez vite qu'il n'y a pas un large éventail. Donc c'est effectivement une crainte qu'il est raisonnable d'avoir, qu'il faut avoir sur l'écran radar. Ce qui me dérange, c'est que ces adversaires de la loi se focalisent à ce point sur le risque d'une atteinte à l'indépendance des médias par l'État, sans qu'ils aient du tout sur leur écran radar l'atteinte à l'indépendance des médias par les annonceurs, par exemple, ou bien par ceux qui détiennent le média. Donc là, il y a deux poids, deux mesures, et à la limite, diversifier un peu les sources de revenus en ayant certaines sources qui viennent de l'État, ça peut au contraire augmenter l'indépendance des médias. Donc je trouve que cet argument comme quoi ça menacerait l'indépendance des médias, c'est essentiellement de l'enfumage. C'est pas complètement de l'enfumage, et il faut garder ça sur l'écran radar et être attentif à ça, mais c'est essentiellement de l'enfumage. D'autres qui font de l'enfumage, c'est ceux qui sont favorables à cette proposition de loi. Et l'argument que c'est pour protéger la démocratie directe, c'est vraiment du foutage de gueule massif. Parce que effectivement, ces médias ne sont pas très diversifiés, c'est-à-dire ça dépend des sujets. Typiquement, les journalistes, c'est des gens de la gauche bobo. Pas tous, mais majoritairement, c'est la gauche bobo. Et puis les annonceurs, le capital, enfin ceux qui possèdent les journaux, ils sont plutôt à droite. Et donc sur certains sujets, on peut imaginer que ces deux biais s'annulent. Mais il y a d'autres sujets où ces deux biais sont parfaitement alignés et où ça s'additionne. Et par exemple, lorsqu'il y a un sujet de votation
qui concerne l'Union européenne, eh bien là, on a droit à une propagande massive de la quasi-totalité des médias. Et il n'y a pas tellement là de diversité des médias. Ils sont tous en train de nous répéter le même catéchisme pour nous inciter à voter dans le même sens. Donc, je trouve que non, vraiment, les médias actuels tels qu'ils existent actuellement en Suisse contribuent assez mal au débat public sur les sujets de votation pour la démocratie directe. Et non seulement contribuent assez mal, mais ont, sur certains sujets, je mentionnais tout à l'heure ceux qui sont en relation avec l'Union européenne, ont une contribution, à mon avis, négative. C'est-à-dire, ils font de la désinformation. Si vous devez voter sur un sujet qui est en rapport avec l'Union européenne, vous avez intérêt à juste regarder un débat minuté, donc où il y a le même temps de parole pour le camp pour et le camp contre, et où chaque camp donne ses arguments. Et là, vous avez une vision objective où chaque camp peut apporter ses arguments. Eh bien là, vous êtes bien mieux informé que si vous ne regardez pas ça, pour commencer, mais vous êtes aussi bien mieux informé que si vous regardez ça et que vous lisez la presse, ou que vous regardez les autres médias qui vous désinforment en essayant tous de vous biaiser dans le même sens. Alors, je sais, il y a quelques journaux qui font exception, mais c'est quelques rares exceptions. Grosso modo, sur ces sujets-là, l'ensemble des médias répètent la même chanson. Donc, voilà. Donc, des deux côtés, que ce soit du côté des partisans de cette loi ou des adversaires, on essaie assez largement de vous enfumer. Si vous votez pour cette loi parce que vous pensez que c'est bon pour la démocratie directe, là vous vous êtes gentiment fait enfumer. Et si vous votez contre cette loi parce que vous pensez que ça porte atteinte à l'indépendance des médias, et bien là aussi vous vous êtes largement fait enfumer. Et bon, il y a d'une part un vrai problème de financement des médias avec ce déplacement de la publicité vers des grandes plateformes comme Google et Facebook. Et puis d'autre part, il y a une insuffisance des médias actuels, de la qualité de ces médias et de l'effort d'objectivité de ces médias. Et ben, ce que je vous conseille, c'est si vous trouvez que le premier point l'emporte, eh bien vous votez vous votez oui sur ce sujet. Et puis si vous pensez que c'est le deuxième point qui l'emporte, eh bien vous votez non. Passons maintenant à la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre. Alors ça n'a rien à voir avec les timbres-poste, il s'agit de timbres d'émission. Par exemple, quand une entreprise émet des actions, eh bien il y a un droit de timbre. Il doit payer 1% du montant des actions, plus exactement du montant des actions qui dépassent 1 million. La modification de la loi fédérale sur les droits de timbre, cette modification, c'est en fait une suppression de ces droits de timbre d'émission, et qui sont donc payés par des entreprises lesquelles... En fait, il y a eu, par exemple, en 2020, 2300 entreprises qui ont payé ce droit. Pour 2500 transactions passées, certaines entreprises ont fait plusieurs émissions. Et sur donc 2300, c'est relativement peu. Et sur ces 2300, il y en a un peu plus de 2% qui ont payé un peu plus de la moitié des recettes de ce droit de timbre. Donc l'essentiel est payé par des grands groupes. Et au total, ça rapporte 250 millions de francs suisses par an, en moyenne, parce que ça varie d'une année à l'autre. De nouveau, on est un peu plus que 8 millions d'habitants en Suisse, donc vous pouvez faire le calcul sur combien ça représente par habitant. Par rapport au budget de la Confédération, c'est environ quelques millièmes. Ce droit de timbre d'émission n'existe en Europe que dans quelques pays, à part la Suisse. Il y a, je ne me souviens plus exactement, le Liechtenstein, je crois l'Espagne et la Grèce. Alors les arguments des partisans, c'est que c'est un mauvais impôt.
qui incite les entreprises à s'endetter parce que si vous émettez des actions, c'est-à-dire si vous attirez de nouveaux propriétaires de l'entreprise, vous devez payer ce droit de timbre, mais par contre, si vous vous endettez auprès d'une banque, eh ben là, il n'y a pas de droit de timbre à payer. Donc ça incite effectivement à s'endetter. Et quand les entreprises sont plus endettées, c'est tout le système qui est plus fragile quand il y a une crise. Le deuxième argument des partisans de cette loi, c'est que c'est un impôt assez bizarre dans le sens qu'il ne tient pas compte de la capacité économique de l'entreprise, puisqu'elle c'est pas un impôt sur les profits, c'est un impôt lors de l'émission d'actions, par exemple. Donc vous pouvez très bien émettre des actions sans faire de profit, peut-être juste parce que vous êtes dans une crise financière et que vous avez besoin d'argent frais. Bon, là, il y a aussi, il faut dire, dans les modalités de ce droit de timbre, il y a des possibilités d'exemption dans ces situations-là, quand c'est des situations de crise. Mais vous pouvez aussi être une start-up, donc vous êtes au début, vous essayez d'attirer des investisseurs, des actionnaires, mais vous avez encore fait zéro profit et vous devez quand même payer cet impôt. Donc ce n'est pas un impôt qui tient compte de la capacité économique. Et les partisans parlent beaucoup justement du problème pour les startups. Enlever cet impôt aurait un impact positif sur l'économie, sur l'emploi, etc. Et puis, de façon générale, c'est un impôt archaïque. Euh, et surtout, il va falloir augmenter les impôts sur les entreprises prochainement parce qu'il y a des standards de l'OCDE qui, qui vont se mettre en place et puis la Suisse va très certainement signer pour satisfaire ces standards de l'OCDE et ça aura pour conséquence d'augmenter les impôts. Donc l'argument c'est de dire on va devoir de toute façon augmenter les impôts sur les entreprises à cause de l'OCDE. Et donc on ne va pas non plus garder cet impôt archaïque qui a plus que quelques pays en Europe qui l'ont, en plus de ce nouvel impôt, enfin de cette augmentation d'impôt que quelque part l'OCDE nous impose. Nous impose puisque jusqu'à maintenant on n'a pas jugé utile de le faire. Donc ça c'est les arguments des partisans de la loi. Et puis les opposants, donc ceux qui ont récolté des signatures parce qu'ils étaient contre cette loi, puis ils ont dit non, mais là, cette loi, il faut qu'elle soit soumise en votation populaire. Eh bien, ils disent que ceux qui payent le plus, c'est quelques grands groupes. Et si on élimine cet impôt, eh bien, ceux qui en bénéficient le plus, c'est justement ces quelques grands groupes. Les principaux bénéficiaires seront ces quelques grands groupes. Par ailleurs, il faut faire attention lorsqu'on enlève un impôt, même s'il est mal conçu. Peut-être qu'il a été pris en compte qu'on a mis les taux d'autres impôts. Et donc, peut-être que d'autres impôts sont plus bas parce qu'il existe cet impôt-là. Et puis ensuite, si on retire cet impôt, il resterait un taux d'imposition peut-être plus bas que s'il n'y avait jamais eu cet impôt, ce droit de timbre d'émission, mais que d'autres impôts avaient été plus élevés. Et les opposants notent en particulier que le secteur financier est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Et puis, un grand argument des opposants, c'est que si on enlève cet impôt, c'est ces 250 millions par an qui disparaîtront, donc en moyenne, et il faudra bien soit augmenter des impôts ailleurs pour combler ce trou, soit réduire d'autres dépenses. Et finalement, le dernier argument des opposants, c'est que ça se situe dans un trend. Il y a déjà eu des baisses d'impôts dans le passé, il y en a d'autres qui sont prévues, et qu'il faut donner un coup d'arrêt à ce trend de baisse d'impôts dans des entreprises.
Alors maintenant, je passe à mon commentaire. Bon, ce trend de baisse d'impôts des entreprises, il a effectivement lieu en Suisse comme à l'étranger. C'est un peu une compétition fiscale entre les pays et c'est pour ça que l'OCDE met en place des standards, donc une sorte d'impôt minimum. La Suisse se trouve en dessous de cet impôt minimum et puis si la Suisse décide de satisfaire ce standard, eh bien, il devra augmenter ses impôts. Donc ce trend, il y a déjà un coup d'arrêt qui est prévu, qui est dans le pipeline, disons. Donc cet argument-là des opposants est pas très convaincant. C'est aussi, ça fait un peu mal à voir aussi quand parfois ces opposants essayent de faire comme si cet impôt était finalement pas si mauvais que ça, parce que s'il était justifié, disons, par exemple, un argument qui est donné, c'est que les entreprises, ben, ils bénéficient des gens qui ont une formation, qui travaillent dans leur firme. Et ben, ces gens ont été formés par l'école, par une école financée par l'État, et donc ils ont bénéficié de prestations de l'État indirectement. Il y a les prestations peut-être directes, mais aussi ces prestations-là indirectes, et que c'est donc parfaitement logique qu'ils payent cet impôt. Euh, c'est un argument complètement faux parce que c'est un bon argument pour dire qu'il y a une certaine logique ce qu'ils payent cet impôt. Les entreprises, ou en tout cas que le revenu du capital paye cet impôt pour ses prestations. Même les prestations indirectes qu'on a tendance à oublier, du genre la formation des employés. Euh, donc une justification qui s'ajoute à l'argument de redistribution. Alors bon, ça c'est un bon argument pour ça, mais c'est pas un bon argument spécifiquement pour l'impôt, ce droit de timbre d'émission qui est en réalité assez mal foutu, qui effectivement incite les entreprises à s'endetter. Il me semble que je doute qu'il y ait beaucoup de gens, s'ils auraient conçu un système fiscal comme ça, à partir de rien, en faisant table rase de ce qui existe déjà, auraient introduit un impôt, ce type d'impôt-là, un droit de timbre d'émission. Donc, il me semble effectivement que c'est un très mauvais impôt. Ce que je reprocherais aux partisans de cette loi, de, c'est que, bien oui, il faut abolir certains impôts. Je suis assez d'accord avec eux sur ce point, mais on pourrait le remplacer par un autre, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter l'impôt sur les bénéfices, par exemple, juste pour que ça rapporte la même somme, pour que ça rapporte les 250 millions qu'on perd en éliminant le droit de timbre d'émission. Eh bien, on augmente un peu le taux de l'impôt sur les bénéfices pour que ça rapporte ça compense, ça rapporte cette même somme. Ça résout le problème des startups. Même, on pourrait le résoudre autrement, hein, même sans enlever ce droit de timbre d'émission, on pourrait faire une exception pour les startups. Comme il existe déjà quelques exceptions, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Donc il y aurait une façon très chirurgicale comme ça de résoudre ce problème des startups que les partisans mettent toujours en avant. Mais surtout, elle serait aussi réglée si on faisait les choses logiquement, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, on enlève ce droit de timbre et puis en compensation, on augmente l'impôt sur les bénéfices. Là, ce serait aussi en plus un impôt selon la capacité économique. L'argument de l'impact économique positif sur l'économie, eh bien, évidemment, les impôts, ils ont tendance à avoir un mauvais impact en soi sur l'économie. Par exemple, si vous avez un impôt sur sur le revenu du travail, ça incite à travailler moins, ou ça peut inciter certains à travailler moins. Ben oui, les impôts ont souvent un impact négatif, mais ce qu'il y a, c'est que l'État a besoin des recettes. Et, et donc, juste le fait que supprimer un impôt, ça pourrait avoir un impact positif, toutes choses étant égales par ailleurs,
Ben ça, c'est un peu vrai pour beaucoup d'impôts. Et avec ce raisonnement, on éliminerait tous les impôts. Et ce qu'il faut, ben, en tout cas, regarder, c'est disons, l'économie irait pas si bien non plus s'il n'y avait pas un État qui paye notamment la formation et d'autres choses. Euh, ces dépenses publiques contribuent aussi à la prospérité économique et mettent les conditions, en fait, les conditions cadres dans lesquelles le système économique puisse bien fonctionner. Et donc, c'est pas un argument juste de dire que si on enlève un impôt et puis qu'on oublie un peu l'impact que ça a sur les dépenses, eh bien, ça aura un impact positif sur l'économie. Ce qui est vrai, c'est que cet impôt, il est peut-être plus mauvais que d'autres et que, justement, si on le remplaçait par un impôt sur les bénéfices, eh bien, je peux imaginer que ce remplacement-là aurait un impact positif sur l'économie. Je ne pense pas très grand, parce que 250 millions, c'est quand même pas très élevé. Mais bon. Mais le point central qui me dérange donc chez ces partisans de la loi, c'est le fait qu'ils n'ont pas simplement proposé de remplacer ce droit de timbre par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'ils mettent toujours en avant les startups, mais que surtout ils veulent faire alors je ne sais pas s'il faut dire un cadeau ou faire gagner leurs petits copains des grandes entreprises. Et la question, c'est comment on doit réagir dans une situation pareille. C'est-à-dire qu'il y a... Vous voyez mon point de vue ici. Je ne vais pas vous dire ce que je vais voter, mais vous voyez mon point de vue. C'est que il y a d'une part ceux qui veulent garder cet impôt que je juge mauvais, puis il y a ceux qui veulent l'éliminer, alors que ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est le remplacer par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices. Et la question, c'est qu'est-ce que je vote dans ces situations, parce que finalement, ce que j'aimerais n'est pas sur la table. Donc je crois qu'il y a deux critères pour moi qui interviennent. C'est je regarde qu'est-ce que c'est qui est le plus proche de ce que j'aurais fait moi-même. Finalement, garder l'impôt, c'est plus proche dans le sens que le taux d'imposition des entreprises resterait la même chose qu'avec ma proposition. Mais d'un autre côté, on peut dire que enlever ce droit de timbre est plus proche, parce que dans ma proposition, on enlève aussi le droit de timbre. Donc il y a des proximités et des différences avec les deux. Donc si vous partagez mon point de vue que ce qu'il aurait réellement fallu proposer, c'est un remplacement de ce droit de timbre par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices, eh bien, quand vous allez voter, une façon de juger, c'est de regarder, d'estimer vous-même laquelle des deux propositions qui est sur la table est la plus proche de ce qu'il aurait fallu faire. Ça, c'est une chose. Et puis un deuxième critère qui intervient pour moi, c'est j'aime pas qu'on me mène en bateau. Et en particulier, j'aime pas quand il y a un problème, et là je reconnais qu'il y a un problème, cet impôt est mal foutu. Quand il y a un problème, j'aime pas qu'on me donne une solution. J'aime bien qu'on me propose une solution qui vise le problème, de façon très ciblée, disons chirurgicale sur le problème. Et si on commence à me donner une solution qui soit donne des tas de choses à d'autres, alors qu'il y aurait eu une autre solution beaucoup plus chirurgicale, là c'est un peu ce qui se passe dans cette proposition, où on fait bénéficier aux grands groupes, alors qu'il y aurait une solution beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus adaptée aux problèmes qu'on veut résoudre. Ou bien des fois, c'est qu'on sanctionne beaucoup de monde, alors qu'en fait, le problème est beaucoup plus restreint, puis il faudrait sanctionner juste, interdire quelque chose de très limité, puis on commence à interdire massivement beaucoup de choses. Ça, c'est l'autre façon où on propose une solution qui n'est pas ciblée, pour en fait atteindre d'autres objectifs que ceux qu'on met en avant. Et dans ces cas-là, je réagis assez mal, disons. Mais bien sûr,
il faut, on ne peut pas systématiquement, dès qu'une proposition n'est pas exactement ce que j'aurais moi-même proposé, dire je vote non, parce qu'il faut tolérer un certain écart. Si je veux vraiment que ce soit ma proposition, ben, il faut que je lance un référendum pour ma proposition. Euh, donc il faut pas être trop strict avec cette façon de sanctionner. Je crois que c'est important qu'il y ait une sanction quand c'est des gros trucs. Parce qu'il faut que ceux qui font les propositions de solutions comprennent que si ils profitent d'un problème pour en fait faire passer quelque chose qui n'est pas lié à leur problème, faire un gros paquet dans lequel il y a qui soit bénéficie à leurs petits copains, soit attaque certaines personnes ou certains groupes qu'ils n'aiment pas, mais qui ne sont pas liés avec ce problème. Il faut qu'ils comprennent que là, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. C'est peut-être comme une lettre à la poste pour cette question de droit de timbre notamment. Euh, donc c'est bien qu'il y ait une sanction, mais il faut pas exagérer non plus. Donc chacun juge où il met sa ligne et à partir de la ligne au point où il dit ouais là c'est assez grave pour que cet aspect sanction intervienne dans mes calculs. Et voilà, donc ce que je vous conseille, c'est si vous êtes convaincu que ce qu'il aurait fallu proposer, c'est de remplacer ce droit de timbre par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices, eh bien, regardez, jugez ce qui est sur la table parmi les deux, la possibilité de refuser ou accepter cette loi, qu'est-ce que c'est qui est le plus proche, et puis évaluer si vous êtes là à un niveau où vous pensez qu'il faut sanctionner un comportement de refus d'être chirurgical, est-ce que c'est un stade assez important que vous le sanctionnez. Un dernier point que j'ai oublié, que j'aimerais juste souligner maintenant, c'est que on dira oui, mais bon, de toute façon, ça revient au même. Ma proposition de remplacer, parce que de facto, ça va être de toute façon remplacé, puisque, puisque à cause de ces standards de l'OCDE, on va augmenter les impôts sur les bénéfices. Donc ça arrivera. Faut juste attendre un petit peu. Mais je vois pas les choses comme ça parce que pourquoi à ce moment les partisans de cette loi, enfin le Parlement, pourquoi n'aurait-il pas fait une loi qui remplace donc ce droit de timbre par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices, et puis ça aurait fait une partie du chemin pour satisfaire le standard de l'OCDE. Ces 250 millions, c'est relativement faible, donc ça aurait certainement pas fait tout le chemin pour atteindre le standard, mais ça aurait fait une partie, et puis le jour où on se met au standard, on ferait le reste. Voilà. Et puis leur proposition sera à ce moment passée comme une lettre à la poste, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Donc à mon avis, il y a anguille sous roche à ce niveau-là. Soit qu'ils espèrent encore que ce standard de l'OCDE ne passe pas, disons, ne s'impose pas au niveau international, soit qu'ils espèrent que la Suisse ne reprenne pas ces standards, soit, enfin ces deux premières possibilités me semblent assez invraisemblables, hein, mais je les cite juste pour être complet. Soit, troisième possibilité, ils ont l'intention de faire semblant de respecter les standards, c'est-à-dire de dire ok, on impose, on augmente l'impôt sur les bénéfices pour satisfaire les standards, mais ensuite on va re-rendre cet argent d'une façon ou d'une autre en subventionnant les entreprises ou quelque chose, et que voilà, ils ont envie de facto ne pas véritablement satisfaire ces standards quand on tient compte de comment l'argent est utilisé. Et puis ça expliquerait alors pourquoi ils veulent que toute l'augmentation soit dans ce contexte OCDE, quelque part qu'on nous a imposé cette augmentation et puis qu'on se débrouille au fond pour que en net, disons, il n'y ait pas d'augmentation. Il y a d'autres pays, si j'ai bien suivi, qui le font, donc ça serait apparemment un truc jugé acceptable, ou en tout cas acceptable pour un certain temps. Voilà, donc je pense que je vois bien qu'il y a cette perspective d'augmentation de toute façon de l'impôt sur les bénéfices.
mais ce n'est pas pour moi une raison pour laquelle cette loi fédérale, ça ne justifie pas que cette loi fédérale propose une abolition du droit de timbre plutôt que son remplacement par une augmentation de l'impôt sur les bénéfices. Passons maintenant à l'initiative populaire Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac. C'est une initiative populaire, donc contrairement aux deux sujets dont je l'ai parlé tout à l'heure, qui étaient des propositions, enfin des lois adoptées par le Parlement, et où des citoyens avaient dit non, mais ça ne va pas, il faut que ça passe en référendum. Là, par contre, pour cette initiative contre la publicité pour le tabac, pour les jeunes et les enfants, là, c'est une initiative populaire. C'est des citoyens qui se sont dit non, ça ne devrait pas être autorisé. Ils ont fait un texte de loi, en fait de loi constitutionnelle, c'est une proposition de modification de la Constitution. C'est un rite constituant, diraient les Français. Et donc, dans la Constitution, on peut mettre aussi des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas juste, la Constitution n'est pas juste un document qui dit quels sont les pouvoirs du Parlement versus de l'exécutif, etc. Le peuple en Suisse est le constituant et il décide ce qu'il met dans la Constitution. Et s'il veut mettre un grand principe comme l'interdiction de la publicité qui risquerait de toucher les mineurs, eh bien, il met ça dans la Constitution. Il n'y a pas de problème. Le contenu de cette initiative, c'est donc une interdiction de publicité qui atteint les enfants et les jeunes. Et puis il y a aussi un passage mais beaucoup plus flou sur la promotion de la santé des mineurs. Mais je ne vais pas trop en parler, c'est extrêmement flou. Toute la discussion porte en fait sur l'interdiction de la publicité qui pourrait atteindre les mineurs. Le contexte suisse, c'est que la publicité est interdite déjà en radio et TV quand ça s'adresse spécifiquement aux mineurs. Ensuite, les affiches dans les rues, c'est cantonal. Certains cantons l'interdisent déjà. Le Parlement a proposé un contre-projet à cette initiative. Alors c'est un contre-projet indirect. Vous savez qu'il y a deux types de contre-projets. Les contre-projets directs, ça serait de dire, voilà, vous les éditions, vous proposez de mettre ce texte-là dans la Constitution, vous avez rédigé un nouveau texte sur ce sujet que vous voudriez mettre dans la Constitution, une modification du texte existant. Eh bien, nous, le Parlement, on propose une autre modification de la Constitution qui va un peu dans le même sens, généralement qui va dans le même sens, mais moins loin. Et ça, c'est ce qu'on appelle un contre-projet direct. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est un contre-projet indirect. Donc, c'est pas au niveau constitutionnel, mais c'est au niveau de la loi. Et le Parlement dit, ben voilà, on fait une loi ordinaire qui gère ce problème. Et on vous propose de rejeter l'initiative, et puis il y aura cette loi. Et qui a déjà été approuvée par le Parlement et qui entrera en vigueur à moins qu'il y ait un référendum contre cette loi. Alors s'il y a un référendum contre cette loi, elle passe en votation populaire, puis c'est le peuple qui décide. Mais s'il n'y a pas de référendum contre le contre-projet indirect, eh bien ce contre-projet indirect entrera en vigueur. Et là, je dois saluer le Parlement pour le fait d'avoir décidé que cette loi qu'ils ont adoptée, ce contre-projet indirect, entrera en vigueur quel que soit le résultat de l'initiative, que cette initiative soit acceptée ou refusée. Quelque part, c'est logique parce que le contre-projet dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est simplement quelque chose qui va dans le sens de l'initiative, mais moins loin, comme c'est souvent le cas pour les contre-projets. Et donc, c'est assez logique que l'initiative soit acceptée ou pas, le contre-projet entre en vigueur. Ce contre-projet indirect, cette loi ordinaire. C'est très logique, mais c'est pas toujours fait comme ça. Et si vous vous souvenez de ma vidéo lors de la dernière votation en Suisse, je m'étais un peu énervé sur un contre-projet indirect lui aussi,
mais où le Parlement avait décidé qu'il entrerait en vigueur que si l'initiative était refusée, mais que par conséquent, si l'initiative était acceptée, eh bien la loi qu'ils avaient préparée n'entrerait pas en vigueur. Et il faudrait recommencer tout le processus, et ensuite ils utilisaient ça comme argument en disant oui, mais ce problème, il s'agissait des conditions de travail des infirmières. Ce problème, il est tellement important, il faut vraiment que ça entre en vigueur tout de suite, et nous on a la loi déjà toute prête, qui va un peu moins loin certes que l'initiative, mais qui est toute prête. Et si vous refusez l'initiative, eh ben là, ça entrera immédiatement en vigueur, mais tandis que si vous acceptez l'initiative, eh ben, là, elle n'entrera pas en vigueur, il faudra refaire tout ce processus législatif, et ça prendra du temps, et vraiment, on ne peut pas se permettre ce temps-là. Et ça, je trouvais assez abject comme attitude, d'autant plus que vraiment, c'était aussi une loi qui allait simplement moins loin que l'initiative, c'était une loi qui faisait un effort en termes de formation des infirmières, alors que l'initiative, elle allait aussi plus loin en termes de rétribution des infirmières, mais avait aussi le volet formation des infirmières. Donc voilà. Donc c'est la dernière fois, pour la dernière votation, j'ai dit que je trouvais abject cette façon de procéder du Parlement. C'est normal que cette fois, le Parlement ne fait pas comme ça et que je le salue. Donc le Parlement a décidé. Ce contre-projet sur la publicité du tabac, il va entrer en vigueur que l'initiative soit acceptée ou pas. Alors ce contre-projet, il va dans la direction de l'initiative, mais moins loin. Il interdit aussi, par exemple, les publicités sur les affiches. Donc, dans toute la Suisse, ça serait maintenant interdit de mettre des affiches dans les rues. Maintenant, c'est au niveau cantonal que c'est décidé. Au cinéma aussi, il n'y aurait pas de distribution gratuite de cigarettes. Dans les manifestations internationales, ce serait aussi interdit. Par contre, dans les kiosques, ce serait autorisé. Dans la presse aussi, les journaux. Sur Internet, ce serait autorisé. Puis dans les manifestations nationales, ce serait aussi autorisé. Les arguments des partisans, c'est un argument pour la santé. Et ça touche les mineurs. Ils font bien attention de dire que ils veulent empêcher que la publicité touche les mineurs. Et il faut mettre attention qu'on n'ait pas l'impression qu'ils veulent, pour ce qui est des adultes, décider à leur place. Ou empêcher la publicité pour les adultes. C'est vraiment ciblé sur les mineurs. Mais évidemment que comme il s'agit d'empêcher la publicité partout, les mineurs pourraient la voir, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça interdit presque la publicité pour le tabac partout. Pas complètement partout, mais presque partout, vous imaginez, partout où ça pourrait atteindre un mineur. Et donc, mais leur argumentation, bien que l'effet de facto pourrait aboutir à quelque chose qui est très proche d'une interdiction globale de la publicité pour le tabac, leur argument est centré très précisément sur les mineurs, avec l'idée que les mineurs, ils sont d'une part pas encore mûrs pour vraiment décider, et puis deuxièmement, leur décision, enfin le fait de fumer en tant que mineur, après il y a une accoutumance, puis une fois qu'ils sont adultes, ils seront plus mûrs, et ils ne pourront pas si facilement se défaire de l'accoutumance qu'ils auront eue pour le tabac. Les partisans de cette initiative parlent aussi des coûts de la santé. Ils signalent qu'une interdiction partielle de la publicité, ça risque d'être inefficace parce que à ce moment-là, les cigarettiers vont mettre simplement. Là, ils ne peuvent plus faire de publicité, l'argent qu'ils mettaient là, ils vont le mettre sur les canaux qui sont encore ouverts. Donc ça va pas forcément changer beaucoup la quantité globale de publicité, ça va simplement la rediriger sur les canaux là qui sont encore autorisés.
Il dénonce le poids du lobby du tabac, et puis ce qui est souvent aussi en arrière-fond, c'est l'idée de mettre le tabac sur le même niveau que d'autres substances, par exemple marijuana, euh, où ce serait contrôlé, où les autres non plus seraient pas interdits, mais seraient contrôlés, où il y aurait aussi des limitations de publicité, etc. Donc voilà les arguments des partisans, et puis les opposants, leurs deux principaux arguments, c'est d'une part la liberté du commerce, que c'est une atteinte disproportionnée à la limite du commerce. Eux-mêmes, dans leur contre-projet, ils proposent des limitations aussi. Et il existe déjà certaines limitations, mais c'est la question de la proportionnalité. Les opposants estiment qu'aller jusqu'au point où veut aller l'initiative, c'est disproportionné. Et c'est peut-être pas dit comme ça, mais on a un peu l'impression aussi que ça résonne un peu comme si on pourrait que c'est pas suffisamment chirurgical, c'est-à-dire euh, que ça a pour conséquence, on essaie de viser les mineurs, mais ça a pour conséquence de toucher aussi les adultes, dans le sens que la publicité deviendrait quasiment un peu presque interdite, disons, et donc aussi la publicité qui vise essentiellement les adultes. Mais c'est plus présenté en termes de liberté du commerce qu'en termes d'atteinte à la liberté des adultes, parce qu'au fond, ils ont toujours la liberté de fumer, c'est juste, ils n'ont pas le bonheur de voir autant de publicité, c'est tout, si l'initiative passe. Donc, c'est plutôt centré sur la liberté du commerce, mais on entend cette connotation quand même là. Et le deuxième argument, c'est bon, ça, c'est jusqu'où ça va. Parce que bien l'alcool, c'est pas toujours bon pour la santé non plus. Il peut aussi y avoir une dépendance à l'alcool. Pour ce qui est du sucre, ça peut être mauvais pour la santé. Si les mineurs mangent trop de sucreries, peut-être qu'après ils sont habitués, ils ont de la peine à se déshabituer quand ils sont adultes. Et la viande, etc. Enfin, il y a plein de choses où c'est qu'on s'arrête. Voilà les arguments des opposants. Et maintenant, mon commentaire perso. Bon, si on accepte la logique que la publicité a un impact fort euh, sur les mineurs, ça paraît assez logique de voter pour l'initiative parce que ça va au bout de la logique. Alors on peut dire c'est extrême, mais c'est extrême au sens où ça va au bout de la logique. Si on se dit les mineurs qui sont exposés à la publicité, ça augmente le risque qu'ils fument, et puis une fois qu'ils ont fumé, c'est mauvais sur eux sur le moment, et en plus, ils auront de la peine plus tard en tant qu'adultes à arrêter de fumer. Effectivement, ça paraît assez logique de pusher tous les canaux qui amènent à ce que ces mineurs soient en contact avec cette publicité. Maintenant, la question, c'est quel est l'impact exactement de la publicité. On veut bien croire qu'il y a un impact, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'en France, les restrictions de publicité sont plus fortes qu'en Suisse, mais que les Français fument davantage que les Suisses. Donc ça montre bien qu'il y a quand même d'autres facteurs qui jouent. Donc c'est pas non plus l'idée que si on interdisait la publicité, il n'y aura plus personne, plus de jeunes qui fumeront. Euh, le, mais le point qui me gêne le plus du côté des partisans de cette initiative, c'est qu'ils font un peu comme si, quand on a 18 ans, on est majeur, on a acquis une certaine maturité, mais on ne l'a pas acquis juste parce qu'il y a 18 printemps qui sont passés. C'est un peu à cause de ce qu'on a appris durant ces 18 ans.
Et si on protège trop les mineurs, ben ils vont pas apprendre. Ils vont arriver à 19 ans en étant, à 18 ans, ils vont devenir adultes en étant immatures. Et, et là, on peut se poser la question de savoir, oui, si on interdit complètement ces publicités, est-ce qu'ils est-ce qu'ils arriveront à se défendre contre ces tentatives, au fond, de les influencer? Alors que là, c'est vraiment quelque chose d'assez grossier, c'est-à-dire que se mettre de la fumée dans les poumons, c'est quelque chose d'assez particulier. En plus, chaque boîte de cigarettes, c'est marqué que ça tue, que c'est mortel. Donc le danger est vraiment transparent et vraiment très clair. Si même sur quelque chose aussi transparent, on n'arrive pas à convaincre les jeunes de ne pas aller dans cette direction, ben, je crois qu'on a un problème qui est probablement encore plus grave que le problème du tabac, parce que les jeunes sont soumis pas seulement à des influences pour le tabac, mais aussi pour d'autres substances, et puis pas seulement pour de la consommation de produits, mais aussi pour les idées politiques, par exemple, pour l'embrigadement de toutes sortes. Et si on n'arrive pas à convaincre les jeunes de ne pas fumer, autrement qu'en censurant la publicité, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas soumis à cette publicité, je crois qu'on a un problème. Donc il faudrait vraiment aller dans une direction qui rend les jeunes plus mûrs, qui permet aux jeunes de mûrir et d'arriver effectivement à 18 ans avec une certaine maturité. Et je ne suis pas sûr que cette initiative aille dans ce sens. Euh, voilà, donc de nouveau, je ne vais pas vous dire pourquoi je vais voter. Je pense que cette initiative infantilise les mineurs. Alors vous me direz, infantiliser les enfants, c'est pas trop grave, mais oui, bon, si on veut qu'ils deviennent une fois mûrs, il faut peut-être, en particulier quand on parle des adolescents, arrêter d'infantiliser. Et effectivement, si on rentre dans une démarche d'infantilisation, ça ne va pas s'arrêter au tabac. D'un autre côté, ça serait dans la logique en fait de ce qui est fait, et je dois dire que je comprends assez mal le contre-projet. Il me semble que si on entre dans cette logique, c'est assez logique d'aller jusqu'au bout justement de cette logique. Dernier sujet fédéral pour ce 13 février 2022, c'est l'initiative populaire pour l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Alors de nouveau, c'est une initiative populaire, un groupe de citoyens qui a rédigé sa proposition de modification de la Constitution. Ils ont réuni le nombre requis de signatures et voilà, maintenant ça passe en votation. Si c'est accepté, la Constitution sera modifiée par cette modification prévue par ces citoyens. Et le contenu, c'est une interdiction de toute expérimentation animale et humaine, et aussi l'interdiction d'importer des médicaments ou des produits qui ont nécessité cette expérimentation animale ou humaine. Seraient toutefois autorisés les produits existants. Il y aurait un soutien à la recherche pour des alternatives à l'expérimentation animale et humaine. Et puis, il y aurait la possibilité quand même d'une première application de nouveaux produits. On pourrait quand même utiliser de nouveaux produits, mais sans avoir fait d'expérimentation animale ou humaine. Mais ça devrait être dans l'intérêt global et prépondérant du sujet qui reçoit ce premier produit, que ce soit un humain ou un animal. Le contexte, c'est qu'en Suisse, il y a une législation déjà très stricte sur le sujet. Il faut pour qu'il y ait une expérimentation, je vais peut-être
plutôt me focaliser même sur les expérimentations animales, mais pour qu'il y ait une expérimentation, il faut que l'utilité soit suffisante. Et par exemple, l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques est interdite en Suisse. Il y a les 3 R, c'est-à-dire qu'il faut remplacer par d'autres méthodes dans la mesure du possible. Alors il peut y avoir des méthodes par exemple de culture de cellules ou des méthodes peut-être informatiques. On peut faire une simulation si on connaît assez bien le système dans lequel le mode de fonctionnement de la substance en question. Maintenant, il y a tout un débat sur dans quelle mesure on peut remplacer. Les partisans disent on peut remplacer sans problème cette expérimentation animale ou humaine. Les opposants disent non, on ne peut vraiment pas remplacer, il y a certaines étapes qu'on peut faire. Peut-être qu'en faisant en utilisant davantage des alternatives, on peut réduire le nombre d'expérimentations animales ou humaines, mais on ne peut pas remplacer, estiment les opposants à l'initiative. Réduire, c'est le deuxième R. Donc il y a remplacer, réduire, le faire seulement avec le nombre d'animaux strictement nécessaire. Et puis réformer, c'est-à-dire que quand on doit faire finalement une expérimentation animale, il faut que ça implique le moins de contraintes possibles pour l'animal. Et puis que ce soit aussi peu douloureux que possible. Disons, il faut prendre autant que possible soin de l'animal. Et puis, voilà, c'est ces 3 R et il y a une commission qui vérifie le respect de ces 3 R. Et dans cette commission, il y a notamment des organisations de protection des animaux. Donc ça, c'est le contexte actuel. Donc une réglementation déjà très stricte sur l'expérimentation animale et humaine. Les arguments des partisans, c'est que l'expérimentation animale et humaine est un crime, en particulier lorsque le sujet de l'expérimentation n'a pas pu dire expressément qu'il était d'accord. Notamment pour l'expérimentation animale, on ne demande pas l'avis de l'animal. Donc là, c'est très clairement criminel. Il faut voir que le groupe qui a lancé l'initiative, donc les initiants sont des véganes, donc ils essayent d'éviter non seulement de manger des animaux, mais aussi d'avoir des chaussures en cuir, etc. Donc sur toute la ligne, ils essayent d'échapper à tout ce qui a pu impliquer des animaux. Et ils veulent aussi, pour les médicaments, aussi être vegan, disons, du point de vue des médicaments. Donc ils considèrent que c'est un crime, et puis ils considèrent que l'expérimentation est inutile. J'ai dit tout à l'heure d'une part parce qu'on peut la remplacer par des alternatives, selon eux, et d'autre part parce que chaque cas est différent. Donc quand vous avez expérimenté sur un être humain ou sur un animal, ça vous dit pas encore sur un autre être humain c'est comment ça va fonctionner. Chaque individu est unique et donc l'expérimentation est selon eux inutile. Les opposants voient ça différemment. Ils pensent que l'expérimentation est absolument nécessaire, qu'elle ne peut pas être remplacée entièrement par des alternatives, que c'est pas du tout inutile, qu'effectivement chaque cas est unique, mais que si vous voyez sur des souris que ça tue les souris, ça ne veut pas dire que ça tue les humains, mais quand même, il risque d'y avoir une corrélation. Donc, vous avez quand même appris quelque chose qui vous évitera peut-être de tuer des humains. Et ensuite, quand vous avez expérimenté sur des humains, le fait que ça marche bien sur des humains, ça ne garantit pas que sur vous particulièrement, ça n'aura pas d'effet néfaste. Mais quand même, la probabilité que ça ait un effet néfaste sur vous, sachant que c'était OK sur un groupe d'humains sur lesquels il y a eu l'expérimentation, ça réduit les risques quand même pour ceux qui utiliseront ensuite ce médicament. Donc
Ça, c'est les arguments des opposants au point de vue des conséquences sanitaires, c'est-à-dire que on perdrait tous ces médicaments, ces nouveaux médicaments. Alors les anciens, ils seraient encore là. On ne remarquerait pas immédiatement le problème, mais au bout de quelques années, eh bien, il y a des tas de médicaments qui n'auraient pas pu être développés ou qui n'auraient pas pu être importés en Suisse s'ils avaient été développés à l'étranger. Et, et là, ça a des conséquences sanitaires importantes. Et les opposants soulignent aussi l'aspect économique. Il y a aussi une industrie pharmaceutique en Suisse. Donc il y a un problème, ce serait mauvais pour l'industrie pharmaceutique en Suisse, pour les emplois dans le secteur. Et puis aussi, comme on refuserait les importations de ces médicaments, ces nouveaux médicaments ayant impliqué des expérimentations animales ou humaines, on aurait des problèmes avec les autres pays et puis avec l'Organisation mondiale du commerce qui dirait mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ce protectionnisme où vous interdisez tout d'un coup nos médicaments. Donc on aurait en un coup un problème simultané avec tous ces autres pays. Voilà les arguments des opposants. Ma remarque, mon commentaire sur le sujet, c'est que cette initiative a une probabilité exactement nulle de l'emporter. Au Parlement, il n'y a eu aucune voix qui l'a soutenue. Quelques voix qui se sont abstenues, pas de soutien. Les organisations de protection de l'environnement n'ont pas soutenu cette initiative. Alors ça peut paraître bizarre parce que si vous prenez la Société protectrice des animaux, la SPA, vous aurez pu imaginer qu'ils seraient contents ils soutiendraient cette initiative. Mais bon, premièrement, c'est pas évident qu'ils soutiennent une initiative. Enfin, ils aiment les chiens et les chats, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent qu'il y ait qu'on arrive à une situation où on fait des premières applications d'un médicament chez un humain alors que ça n'a jamais été testé avant, ni chez d'autres humains, ni sur les animaux. Il faut vraiment croire que ces expérimentations sont inutiles pour penser qu'on peut faire cette application dans l'intérêt global et prépondérant du sujet, c'est ce que veut l'initiative, mais il faut encore vous connaître assez bien la substance, le médicament en question pour pouvoir juger si c'est dans l'intérêt global et prépondérant du sujet. Et si on n'a pas fait des expérimentations avant, ça va être difficile de juger ça. Donc, soit on est très souple et on juge très vite que oui, c'est sûrement OK, mais là, grosso modo, on est en train de faire ça revient à faire des expérimentations directes sur l'être humain par le premier patient qui le reçoit. Soit on est très strict, et puis alors là, ça limite énormément les nouveaux médicaments, puisque contrairement à ce que disent les partisans de l'initiative, ces expérimentations apportent actuellement des informations qui sont pas remplaçables par d'autres moyens. Donc, dans ces conditions, la SPA, elle aime les chiens et les chats, mais ça ne veut pas dire qu'elle veut qu'il y ait soit privation de médicaments, soit une sorte d'expérimentation sur le premier patient. Et surtout, elle ne veut pas donner l'image, même au cas où il y aurait des gens à la SPA qui sont de cet avis. S'ils disent, voilà, nous on est de cet avis-là, ensuite quand ils vont se battre pour la protection des animaux, on va leur dire, oui mais vous on vous connaît, pour vous les animaux sont plus importants que les êtres humains. Donc c'est assez logique qu'ils se distancient de cette initiative, même au cas où ils seraient favorables au fond de leur cœur, ce que je ne sais pas, mais même au cas où ils seraient favorables au fond de leur cœur, disons tactiquement, ils ont tout intérêt à s'en distancier. Un bon exemple de ce qui n'a pas été fait, c'était l'année passée. Il y a eu une initiative pour l'interdiction totale des pesticides, donc plus une goutte de pesticides en Suisse, et puis il y a aussi un problème similaire pour les importations, qu'on n'importe plus non plus de nourriture
faite à l'étranger qui aurait utilisé des pesticides. Et ce zéro pesticide, c'était vraiment très extrême, parce qu'une goutte de pesticide dans un lac, c'est pas si grave quand même. Donc il doit bien y avoir, si cette goutte était utile, le côté positif de la première goutte doit l'emporter quand même sur le côté négatif. Donc c'était la quantité optimale, disons, de pesticides quand on tient compte de ce que ça apporte au niveau de l'agriculture. Elle était peut-être faible, mais elle était probablement pas zéro. Donc le mettre à zéro, c'était vraiment extrême. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les Verts, par exemple, ont soutenu cette initiative donc, pour l'abolition des pesticides. Et puis, le même jour, il y avait une votation sur le climat. Un autre sujet qui était la loi sur le CO2. Et cette loi sur le CO2 a échoué de justesse. Je suis convaincu que si les Verts ne s'étaient pas décrédibilisés en soutenant cette initiative pour les pesticides, eh bien la loi sur le CO2 serait passée. Parce qu'évidemment, les gens se disent, bon ben voilà, sécurité d'approvisionnement en nourriture, tous les problèmes qu'on aura avec tous les autres pays parce qu'on refuse d'importer leurs produits, et puis le coût, sans pesticides, il y a quand même une réduction de la productivité, donc ça veut dire un coût plus élevé. Et tous ces problèmes-là, ces gens-là le comptent pour zéro, donc les Verts, puisqu'ils soutiennent cette initiative pour zéro pesticide, pour eux, ça compte pour rien. Si ça comptait pour un petit quelque chose, alors ils n'auraient pas mis à zéro, ils auraient mis un tout petit peu plus haut que zéro. Donc ça compte pour rien. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout nos préférences. Enfin, une majorité des citoyens s'est dit, ben voilà, ces Verts ont des préférences qui ne sont pas les nôtres. Alors, du moment qu'ils ont des préférences qui ne sont pas les nôtres, pourquoi on leur ferait confiance sur le climat? Donc voilà un exemple donc, dans une votation qui a eu lieu l'année passée, où un parti, les Verts, se sont décrédibilisés en soutenant une initiative extrême. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, les Verts, ils ne soutiennent pas cette initiative-là, ni même la SPA, des organisations de protection des animaux. Donc là, on voit l'effet contraire. Et évidemment, le grand danger pour cette initiative, comme je dis tout à l'heure, la probabilité qu'elle passe est zéro. Mais la question, c'est est-ce que ça va devenir l'initiative qui a été refusée de façon la plus massive de l'histoire des initiatives en Suisse. Donc c'est la préoccupation première en ce moment des initiants, ça doit être d'éviter de battre ce record. Alors ça ne veut pas dire qu'une initiative qui est extrême est forcément inutile. Cette initiative-là, elle met l'accent sur la souffrance des animaux, et c'est une bonne chose parce qu'il y a véritablement un problème éthique à faire souffrir des animaux. Maintenant, il y a d'autres initiatives peut-être moins extrêmes, mais bon, d'abord sur l'expérimentation animale, les conditions qu'on a, j'ai dit qu'on a une législation actuelle qui est très stricte. Cette législation, elle est venue suite à une initiative. Alors cette initiative, elle avait même été refusée. À l'époque, je crois, un peu plus de 40% avaient quand même voté oui. Donc elle avait été refusée, mais les autorités et le Parlement ont compris qu'il fallait faire quelque chose et ils ont fait cette législation très stricte. Donc là, c'était un exemple, dans le même sujet en fait, d'une initiative qui a échoué, mais qui a eu des conséquences importantes. L'initiative peut-être emblématique de l'initiative, l'exemple emblématique pour moi de l'initiative extrême qui échoue mais qui a des conséquences importantes qui vont dans son sens, c'est une initiative qu'il y a eu il y a longtemps pour l'abolition de l'armée en Suisse. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ça a été refusé à peu près les 2/3. Accepté à peu près 30%, quelque chose comme ça. Donc une minorité a accepté, mais une minorité significative quand même. Et
Et c'était évidemment extrême, parce que c'était abolir l'armée suisse. Alors, je rappelle que l'armée suisse, elle est seulement pour... c'est pas comme en France où elle risque de se retrouver en Afrique à faire la guerre ou à aller attaquer tel ou tel pays. L'armée suisse est purement défensive. Donc il s'agissait d'une initiative qui proposait d'abolir une armée purement défensive. Euh, donc c'est relativement extrême. Mais ça a quand même eu un impact, ça a quand même eu un score qui n'était pas complètement ridicule, même si ce n'est pas passé, et ça a eu un impact en Suisse ensuite, parce que l'armée, il y a eu des changements dans le fonctionnement de l'armée en Suisse, ensuite. Et, et je crois que c'est parce que certaines conditions étaient réunies là, qui ne sont pas réunies pour cette initiative. Premièrement, il y a une situation initiale qui était problématique, très problématique, et les gens le savaient en plus. Deuxième point, les gens le savaient parce que, à l'époque, le service était vraiment obligatoire. Il n'y avait pas encore le service civil, si je me souviens bien. Donc ça veut dire que la plupart des hommes avaient fait le service militaire, ils savaient comment c'était. Et une bonne partie d'entre eux jugeaient qu'ils perdaient leur temps là-bas. Euh, ouais, il y a des choses du genre, une, euh, une phrase qui revenait souvent, c'était attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre. Donc, ça dit beaucoup, ça dit c'est gradé, s'ils sont nuls, ils nous donnent un ordre, mais bientôt il va y avoir un contre-ordre. Et avant d'exécuter l'ordre, il vaut mieux attendre le contre-ordre. Donc, un certain mépris enfin, une certaine expérience, et puis un jugement qui est tiré que ça fonctionne mal. Et donc, voilà, il y avait une bonne partie de la population, et puis bon, il y avait les hommes qui faisaient l'armée, mais les femmes avaient des pères, des frères ou des petits amis. Donc, ils étaient aussi au courant, ce qui fait qu'il y avait une bonne partie de la population qui savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien là-dedans. Et puis, qui se disaient, bon, il y a beaucoup de gens qui étaient pas pour l'abolition de l'armée, mais qui se sont dit, bon, si le choix c'est entre l'armée telle qu'elle est actuellement et puis pas d'armée, moi je préfère pas d'armée, et puis qui ont voté. Donc dans ces 30%, il y avait des gens qui ont voté pour l'abolition de l'armée, qui n'étaient pas réellement pour l'abolition de l'armée, mais qui disaient, bon, entre ces deux choses-là, moi je vote pour l'abolition. Euh, voilà, donc c'est dans ces conditions-là, vous pouvez avoir une initiative extrême qui échoue, mais qui a des impacts derrière. Parce qu'évidemment, 30%, c'est pas grand-chose, mais disons, si ça augmente, si ça double, ça devient une majorité. Donc, de l'autre côté, ils ont eu peur. Quand ces conditions ne sont pas réunies, comme pour cette initiative, d'une part, elles ne sont pas réunies parce que on ne voit pas très bien ce qui se passe dans les laboratoires. Disons, il y a peu parmi nous qui ont une expérience directe de ce qui se passe dans les laboratoires. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles sont très strictes en Suisse déjà. Alors, elles peuvent être plus strictes encore, mais elles sont déjà très strictes. C'est une situation qui n'est pas aussi mauvaise qu'était la situation de l'armée lorsqu'il y a eu l'initiative pour l'abolition de l'armée. Donc les conditions ne sont pas réunies en fait pour avoir un succès. Et là, ça a plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, même des organisations proches comme la SPA doivent se distancer. À la fin, ça va faire un score très très bas. On verra si le record du score le plus bas sera battu. Les initiants auront le plaisir qu'un jour, on dira qu'ils ont eu raison, parce que peut-être qu'un jour, je ne sais pas si c'est dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, on arrivera réellement à se passer de l'expérimentation animale. Et ces générations-là qui pourront se passer de l'expérimentation animale, eh bien, il y aura une grande indignation morale envers les générations précédentes, envers nous, qui recourront
à l'expérimentation animale, et puis les initiants là seront considérés comme les seuls justes. Maintenant, je ne sais pas quel poids il faut donner au jugement de ces générations futures qui très probablement ne se seraient pas comportés différemment de nous si ils étaient dans notre situation. Voilà, j'aurais conseillé plutôt à ces initiants, s'ils trouvent que la législation actuelle n'est pas assez stricte, ben, à faire une proposition concrète pour dire en quoi ça devrait être plus strict, plutôt que de lancer cette initiative qui a aucune chance de succès, et non seulement de gagner la votation, mais même d'avoir un impact qui va dans leur sens, même en perdant la votation. Voilà, c'était les 4 sujets qui sont soumis au niveau fédéral demain, 13 février 2022, en Suisse. Et pour les Français qui nous regardent, eh bien, vous pourriez tout à fait vous trouver 4 fois par an à voter sur ce genre de sujet, ou sur les sujets que vous voulez, parce que vous avez peut-être d'autres priorités, d'autres choses que vous aimeriez soumettre au référendum, mais pour ça, il faudrait que vous ayez ce droit d'initiative, ce référendum d'initiative citoyenne, comme on dit en France, ce RIC. Et ben, il en existe plusieurs. Il y a le RIC constituant qui permet à des citoyens de proposer une modification de la Constitution sur le sujet de leur choix. Ici, il y en avait 2. Il y avait cette initiative contre l'expérimentation, puis une initiative contre la publicité tabac accessible aux mineurs. Une deuxième type de RIC, c'est le référendum veto, par lequel les citoyens s'opposent à une nouvelle loi du Parlement, et puis s'ils réunissent le nombre de signatures, c'est soumis en votation populaire. Et là, il y en avait aussi 2. C'était la loi sur les médias et puis la loi sur le droit de timbre. Et puis, bon, il y a d'autres RIC que vous pourriez aussi instaurer en France si le peuple français le décide. Le problème en France, c'est qu'ils n'ont pas ce RIC constituant, qui est le principal de tous les RIC, puisque c'est celui qui permet au peuple d'obtenir tous les autres s'il le souhaite. Et puis ça permet, comme on l'a vu aujourd'hui, de donner des grandes lignes politiques. Là, il y avait par exemple cet exemple sur la publicité pour le tabac pour les mineurs. Et donc, si les Français veulent avoir cette possibilité, comme les Suisses, de décider sur des sujets, la première chose qu'il faut, c'est qu'ils instaurent le RIC le plus important, c'est-à-dire le RIC constituant. Et la question est comment instituer le RIC constituant. Alors il y a plusieurs voies qui sont toutes difficiles pour instaurer le RIC constituant, parce qu'évidemment les élus ne veulent pas du RIC constituant qui donne du pouvoir au peuple à leurs dépens, parce qu'une fois que le peuple a décidé par référendum, les élus doivent appliquer la décision populaire. Alors les Français vont se souvenir de 2005 où la décision populaire n'a pas été appliquée, mais c'est parce qu'il manquait aussi quelque chose qui s'appelle le référendum obligatoire et qui existe en Suisse, qui est que toute modification de la Constitution doit obligatoirement passer par un référendum. Et ce qui s'était passé en 2005 en France, c'est que le peuple français a refusé la Constitution européenne, mais ensuite les élus ont adopté quelque chose de très similaire en catimini, en congrès, sans passer par le référendum. Donc ils ont redéfait en catimini ce que le peuple avait décidé, mais ça, ils ne pourraient pas le faire s'il y avait le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et voilà, donc comment instaurer ce RIC constituant? Il y a plusieurs voies, et puis bien, la voie qui est d'actualité en ce moment, c'est la présidentielle. Et il y a une candidate qui s'appelle Clara Egger, qui incarne la candidature d'Espoiric, qui a comme unique objectif justement d'instaurer ce RIC constituant, et puis ce référendum obligatoire aussi qui va avec. Que je ne peux que vous encourager
à soutenir cette candidature. La soutenir, ça veut dire l'aider maintenant à trouver des parrainages parce que sinon elle ne sera même pas au premier tour de la présidentielle. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de penser que les Français soient plus bêtes que les Suisses et qu'ils ne pourraient pas eux aussi euh, décider sur des sujets comme les 4 sujets discutés aujourd'hui. Et bon, un point important, évidemment, c'est une décision. C'est-à-dire que là, en tant que citoyen, quand vous décidez ce que vous allez voter, vous êtes vraiment dans la position du juge et pas dans la position de l'avocat. Donc, même si quand vous voyez le titre d'une initiative ou le sujet de l'initiative, vous pouvez avoir des a priori sur ce que vous en pensez. Vous devez quelque part laisser vos a priori de côté pendant un moment, le temps de vous informer exactement en quoi consiste la proposition, et puis prendre votre décision comme un juge et pas juste prendre en 3 secondes parti pour ou contre une proposition comme si vous étiez un avocat. Donc il y a une certaine maturité politique qui est nécessaire, qui s'acquiert assez rapidement quand on est confronté justement à ce genre de situation, de devoir voter sur des sujets, et, et dont il me semble que le peuple français a de toute façon déjà fait preuve, parce que j'ai été assez impressionné par les Gilets jaunes qui étaient descendus dans la rue pour une question d'augmentation de taxes sur les carburants, mais qui a très vite compris que c'était aussi une question de droit politique et qu'il fallait instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et c'était une de leurs revendications phares, ce référendum d'initiative citoyenne. Et je pense maintenant au convoi pour la liberté. Alors, vous savez, ces convois de camionneurs, ces manifestations de camionneurs. Je ne vais pas prendre parti pour ou contre les revendications de ces camionneurs, mais je note simplement à quel point l'argument est faux de dire que on entend des fois en France qu'en France ils n'ont peut-être pas le RIC, mais ils font des manifs et le peuple s'exprime dans la rue. Le point, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de s'exprimer, mais de décider. Deuxièmement, qu'ils s'expriment dans la rue si on les autorise. Et je vois qu'il y a beaucoup d'interdictions concernant, par exemple, ces manifestations de camionneurs. Et en plus, je me souviens des Gilets jaunes et de tous ces mutilés, ces éborgnés notamment. Et donc, si vous manifestez, ça ne veut pas dire encore que vous le faites dans de bonnes conditions, si vous risquez de vous faire mutiler lors de la manifestation. Ensuite, votre manifestation a toutes les chances, c'est très facile de la noyauter, disons, vous mettez quelques éléments parmi les manifestants qui font des dégâts, qui font de la violence, et puis voilà, ensuite les médias vont se focaliser là-dessus, et puis votre revendication va un peu passer à la trappe. Donc je trouve que ces manifestations, c'est pas vraiment, ça remplace pas vraiment le référendum d'initiative citoyenne. Et même, je comprends aussi tout à fait ceux qui euh, s'opposent à ces manifestations. Par exemple, je pense au Canada, à ce pont qui est bloqué par les camionneurs. Bon, ce pont, enfin on peut manifester, mais ce pont n'appartient pas aux camionneurs, donc on peut se demander est-ce que c'est légitime de la part des camionneurs euh, de, de bloquer ce pont entre le Canada et les États-Unis. De façon plus générale, une manifestation une fois, c'est une chose, mais quand ça se répète tous les samedis, que ça bloque les rues tous les samedis, les rues appartiennent finalement à tout le monde. Est-ce que c'est légitime que certains bloquent comme ça les rues, l'économie et je comprends qu'on ait un problème avec ça. D'un côté, il y a un droit à manifester, mais d'un autre côté, il y a aussi un droit à pouvoir utiliser les ponts, les rues, etc. Donc, et c'est
quand même très malsain cette situation où une partie de la population, finalement, n'a pas d'autre moyen que de faire ça. Parce que je disais, est-ce que c'est légitime? Mais bon, ils n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer non plus. Puisque s'ils n'ont pas le référendum d'initiative citoyenne, ils ne peuvent pas simplement réunir des signatures et puis après c'est soumis en votation populaire. Donc, je trouve que ces manifestations, c'est un droit très limité, parce qu'on n'a pas forcément le droit de manifester, parce que vous en sortirez peut-être mutilé, parce que de toute façon, c'est facile de mettre quelques éléments violents à l'intérieur, et puis ensuite ça focalise là-dessus, parce que c'est vrai que vous êtes mis dans une situation où vous ne pouvez pas réellement atteindre directement le pouvoir, et tout ce que vous pouvez faire, c'est emmerder, au fond, vos concitoyens, en bloquant les rues, etc., l'économie, etc., en espérant que si vous les emmerdez suffisamment longtemps, ça finira par emmerder les élus, quoi. Je veux dire, c'est une façon très indirecte où vous donnez une baffe à vos concitoyens, en espérant que la baffe atterrit finalement indirectement chez les élus. C'est quand même beaucoup plus sain d'avoir le référendum d'initiative citoyenne et de simplement récolter des signatures et ensuite tout ça, ça se décide en déposant des bulletins de vote dans une urne. Et voilà, donc en France, ça serait très utile d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Il y a Espoiric avec sa candidate Clara Heger qui a comme unique objectif de faire cela. Soutenez-la. Elle défend ni des trucs de gauche ni des trucs de droite. C'est pas partisan. C'est vraiment son seul objectif est de rendre le pouvoir au peuple. Elle a besoin de votre soutien pour la faire connaître et dans les médias pour récolter des parrainages.